Alors, on passe tout de suite, sans transition, comme ils disent dans les journaux télévisés, à un second débat qui n'a rien à voir, on est bien d'accord. C'est la question de l'accueil d'un côté des personnes migrantes, vieillissantes, et de l'autre côté des personnes précaires. Alors, on pourra définir d'ailleurs ce que ça veut dire des personnes précaires, parce qu'il y a des cas de figure très différents. Et nous avons Alice Brassens. Alors, déjà, forcément, quand j'ai lu ce nom, Alice Brassens, je me suis posé la question. Je lui ai demandé, effectivement, elle n'a pas de lien direct, si ce n'est qu'elle a un grand-père commun avec le chanteur Georges Brassens. Mais ça, c'est une aparté. Et vous êtes directrice générale adjointe de Coalia. Alors déjà, Coalia, c'est quoi ? Bonsoir. Coalia, c'est une association, association donc à but non lucratif, qui a été créée il y a 62 ans par Stéphane Hessel et qui a eu tout de suite une grande vocation d'accueil de l'étranger. Elle a évolué aussi, puisqu'aujourd'hui, on a de l'accueil toujours de l'étranger, de l'asile jusqu'à l'intégration, des activités dans le logement accompagné, dans le handicap et l'inclusion, dans le grand âge et dans la protection de l'enfance. Pourquoi je vous cite toutes nos activités ? C'est qu'aujourd'hui, Coalia est en train de réfléchir sur comment on recrée les liens, toutes ces interstices entre toutes les politiques publiques que je viens de dénoncer, avec en regard ce grand mur du grand âge qui nous réunit depuis ce matin, en disant que nos publics de l'asile, nos publics migrants, nos publics de grands précaires, nos publics en situation de handicap, alors je mets de côté la protection de l'enfance, mais tous ces publics-là vieillissent, comme toute la population française, et qu'on a à retravailler ces liens entre des statuts administratifs, je suis migrant, des grandes vulnérabilités, les grands précaires, et une politique du grand âge, et re-questionner comment elle s'intéresse ou pas à ces publics. Alors on va justement entrer un peu dans le détail. Parlons d'abord des personnes migrantes vieillissantes. Alors c'est souvent des personnes qui sont arrivées pendant les 30 Glorieuses, qui ont fait des voitures, qui ont fait des routes, etc., qui ont 75, 80 ans, 85 ans. Alors déjà, est-ce que, je ne sais pas si vous avez des éléments, mais est-ce que la majorité retourne au pays ? Parce que souvent, ils avaient le rêve de retourner au pays, mais apparemment, ça ne se passe pas souvent comme ça. Alors, il y a deux types de populations. J'essaye de simplifier énormément le débat vu l'heure, mais vous dire que la question de droit de l'étranger, on s'amusait, enfin, c'est pas très drôle, à compter avec nos équipes. En 70 ans, on a eu 120 réformes de droit de l'étranger. Donc, je vais essayer, je suis désolée de vulgariser un peu le débat. On a deux grandes situations, si on la prend au regard du grand âge. Ceux qui n'ont aucun droit, ceux qui n'ont pas de titre de séjour, ceux qui n'ont pas le statut de réfugié. Donc ces personnes-là, elles ne peuvent pas rentrer, ou sinon elles ne reviennent pas, donc on n'a pas de notion d'aller-retour. Et on a effectivement des personnes qui sont tankées dans des dispositifs d'hébergement, dans des centres d'accueil pour demandeurs d'asile, et qui ne pouvant accéder à rien, aujourd'hui, finissent leur vie. Donc on passe du vieillissement à la dépendance, à la fin de vie, dans des dispositifs qui n'ont rien à voir avec le grand âge. Mais aujourd'hui, ils ne peuvent ni accéder en EHPAD, en résidence autonomie, bénéficier de SIAD, d'accueil de jour, etc. Et donc on a une première population de migrants qui n'ouvrent aucun droit. Et donc la question de la fin de vie pour ces personnes et du grand âge, elle est liée à leur statut administratif et pas à leur GIR, pas à leur évolution dans la dépendance. Donc concrètement, comment ces personnes aujourd'hui sont prises en charge ? Elles sont prises en charge dans des centres d'hébergement par des professionnels qui ont, alors on parle d'intervenants d'action sociale, de travailleurs sociaux, donc pas du tout des professionnels du soin, qui accompagnent la fin de vie pour des personnes qui partagent leur chambre. Deuxième catégorie, c'est quoi ? La deuxième catégorie, c'est quoi ? Alors, la deuxième catégorie, c'est le moment plus positif, c'est ça de la discussion. Ce sont des personnes qui ont des titres de séjour ou qui accèdent au statut de réfugié. Et donc, ces personnes peuvent tout à fait rentrer en EHPAD. Dans les faits ? Alors, dans les faits, on n'a pas toujours eu des expériences très heureuses. Je vais vous en citer une. Donc, les publics migrants qui ont des titres de séjour, c'est notamment les publics qui sont en foyer de travailleurs migrants. Donc, je ne sais pas si ça parle à certains, ces grands foyers qu'on a construits dans les années 60 de tous ces ouvriers. Donc, on parle de métiers très pénibles qui sont venus vivre autour de ces usines pour participer aussi à la reconstruction de la France. Donc ces personnes, évidemment, aujourd'hui, elles vieillissent et elles ouvrent des droits puisqu'elles ont travaillé, donc elles peuvent tout à fait aller en EHPAD. On a tenté, il y a 20 ans, parce qu'on avait des foyers, vous donnez un petit chiffre, on était à 86%
de personnes de plus de 60 ans dans ces foyers, de travailleurs migrants. Donc, il y a 20 ans. Il y a 20 ans. Donc, sur un de ces foyers, il y a eu on était plusieurs très gros opérateurs de l'accueil des migrants à travailler avec un comité interministériel à l'intégration qui a lancé un super appel à projet. On parlait des lois de programmation, il y en a une, pour construire des EHPAD pour ces travailleurs migrants. On était très heureux, on a pensé tout un projet accolé à un foyer de travailleurs migrants, un EHPAD avec une passerelle pour créer vraiment ce lien direct entre le foyer et le grand âge de ces personnes. C'était un flop total. On a eu personne dans cet EHPAD. Alors on l'a re-rempli avec d'autres types de Attendez, que ce soit très clair, vous avez construit un EHPAD et vous n'avez pas pu le remplir, c'est ça ? Oui, et je pourrais même parler d'autres... Enfin, ça a été toute une politique publique à ce moment-là imaginée qui est passée un peu à côté des besoins. Alors là aussi, je vais simplifier et qu'il n'y ait pas de malentendu sur... c'est pas un public qui a des difficultés à s'intégrer dans la société et qui a des spécificités particulières, mais on est passé à côté de deux sujets. Un sujet vraiment socioculturel, de la compréhension des besoins et des envies de ce public. Donc on est sur des foyers communautaires, subsahariens. Si je simplifie, la personne âgée, le vieux, c'est un sage. C'est un sage dans son pays. Et donc, dans un foyer de travailleurs migrants surnuméraire, on parle de personnes qui partagent leur chambre avec 4-6 personnes parfois, la personne qui vieillit, elle a un lien social, la personne d'à côté qui va lui faire ses courses, l'autre qui va l'aider à se laver, l'autre qui va lui faire à manger. Et donc, le lien social est très fort. Et donc, évidemment, on voit bien le lien un peu différent avec l'EHPAD, avec des normes d'hygiène. Vous ne pouvez pas faire venir votre famille dans votre chambre d'EHPAD. Vous ne pouvez pas faire des allers-retours au pays pendant plusieurs mois parce que votre chambre n'est plus pour vous. Et donc, on est passé à côté de ce lien, cette question socioculturelle qui était très forte pour les personnes. Deuxième sujet qui nous a peut-être échappé à ce moment-là, c'est la question du rapport aux soins, du rapport au corps. On a affaire à des personnes qui ont très peu affaire au médical, qui ne voient souvent jamais de médecin. Et donc la question, elle est plutôt celle de la conscientisation aujourd'hui de leur état de santé quand ces personnes vieillissent. On a des médecins qui ont du mal à comprendre aujourd'hui où sont les douleurs, de quoi souffrent les personnes, parce qu'il y a un refus de montrer le corps, un refus même de nommer la partie du corps. Et donc, on invente aujourd'hui des choses bien plus heureuses que notre échec d'EHPAD, de médiation pour montrer, par exemple, sur un mannequin où est la douleur, la nommer progressivement, faire de l'acceptation aux soins. Et ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien, et je terminerai là-dessus sur la question des migrants. Sauf qu'aujourd'hui, on parle de dispositifs de médiation qui existent depuis 20 ans, qui sont, je remercie la CNAV qui nous soutient sur ce type de politique publique. On est financé par la CNAV, un peu par des fonds européens. On bricole depuis 20 ans sur quand même un public qui vieillit depuis un petit moment. Et tous les ans, on essaye de retrouver cette subvention. Pourquoi est-ce qu'on ne sort pas de l'expérimental, de l'innovation, de tous ces termes qu'on utilise pour avoir une vraie politique publique du grand âge de ces publics migrants? Bon, je suis désolé, on va devoir passer au deuxième thème, même si ça mériterait des développements. Alors, d'abord, rapidement toujours, comment on peut définir, qu'est-ce que ça veut dire un public précaire, parce que c'est le deuxième versant de votre intervention. Alors, le public précaire, et je pense que Yann en reparlera, il est déjà connu en EHPAD. On a des publics qui sont de plus en plus précaires. Ce n'est pas qu'une question financière, c'est aussi une question d'isolement, mais je laisserai là-dessus Yann en parler plus. Je voulais vous parler, moi, plutôt des grands précaires. Le grand précaire, qui est-il ? Aujourd'hui, la moyenne d'âge d'une personne à la rue, c'est 49 ans. Donc on voit bien déjà que la question d'après de l'accès à l'EHPAD, elle se pose un peu différemment. Le grand précaire, on considère qu'il est âgé à 55 ans, quand il est à la rue. Aujourd'hui, on arrive à faire rentrer des personnes en EHPAD, à condition, vous l'avez compris, qu'elle ait des droits ouverts. Et en EHPAD aujourd'hui, le grand précaire, il a 75 ans, là où en moyenne d'âge d'une population en EHPAD, on est autour de 10 ans de plus. Voilà, mais donc on y arrive. Il y a quelque chose d'important sur le grand précaire, c'est qu'aujourd'hui, on a des politiques publiques, notamment de programmation, qui sont très dynamiques.
Et donc, on a le plan logement d'abord 1, 2, qui crée 10 000 places en pension de famille, etc. Donc, on n'est pas tout à fait sur les mêmes dynamiques que la politique publique du grand âge, mais toutes ces lois de programmation de places pour ces personnes de grands précaires font complètement l'oubli du grand âge de ces personnes. Et donc, oui, on crée des dispositifs, Yann en connaît un certain nombre, mais on ne crée pas de places spécifiques pour ces personnes. Alors justement, la question, j'en ai discuté avec plusieurs directeurs d'EHPAD. Souvent, effectivement, ce public qui a vécu 10, 15, 20 ans en prison, qui parfois fait des passages en prison aussi, enfin, à la rue, en prison, enfin, des différentes situations. Il y a aussi des femmes qui ont été prostituées, enfin, il y a des choses comme ça. Souvent, le fonctionnement de l'EHPAD n'est pas adapté à ces personnes-là par rapport à la notion de liberté, entre guillemets, enfin, je ne sais pas comment dire les choses, de liberté de mouvement. Qu'est-ce que vous observez, vous? Donc, vous accompagnez des gens qui rentrent en EHPAD? Comment ça se passe? Oui, tout à fait. Alors, on a des personnes qui peuvent et qui veulent rentrer en EHPAD. Et là, il faut tout faire. Il faut qu'on fasse tout, professionnel du grand âge, pour que ça arrive. On a aujourd'hui, dans certains de nos EHPAD, puisque c'est la politique qu'on a d'être 100% déjà à l'aide sociale départementale, mais aussi de pouvoir faire ces parcours entre les publics qu'on a, des EHPAD qui arrivent à accueillir à peu près 15% de très grands précaires dans nos établissements. Comment on y arrive? Quand on est vraiment sur cet accès au droit commun avec des personnes qui sont proches, donc quand je dis proches, ça veut dire qu'elles ont eu déjà tout un parcours de soins pendant leur vie, ce qui n'est quand même pas le cas de tout le monde, qu'elles ont pu avoir un GIR, qu'elles ont pu être dans la connaissance de l'existence de ces établissements, on y arrive avec parfois des choses assez simples. On a, nous, depuis un petit moment, des référents EHPAD, enfin des référents soit EHPAD côté social, soit des référents grands précaires dans nos EHPAD, et ils font des choses, cette interface, ils accompagnent les publics, les résidents et leurs familles sur qu'est-ce que ça veut dire de faire de la place aussi pour des grands précaires. Ils accompagnent nos grands précaires sur qu'est-ce que c'est d'aller en EHPAD, et nous, on accompagne côté social sur les spécificités de ces publics. Les spécificités, ça veut dire des personnes qui vont peut-être vouloir faire des allers-retours à la rue parce qu'ils ne sont pas stables non plus dans leur vie. Ça veut pouvoir dire accueillir des personnes de moins de 60 ans, etc. Et donc, on fait ce lien, et aujourd'hui, ça fonctionne, encore une fois, sur un public qui est prêt et qui souhaite rentrer en EHPAD. Excusez-moi, est-ce que vous avez chiffré un peu le... Alors, c'est pas terrible de parler comme ça, mais le taux de réussite, c'est-à-dire que est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui finalement, au bout de 6 mois, 1 an, quittent l'EHPAD, d'ailleurs ne savent pas forcément ce qu'ils vont devenir, parce qu'ils ne s'adaptent pas, parce qu'ils ne peuvent pas supporter un certain nombre de règles. Quel bilan, quelle évaluation vous avez de ce problème-là? On a plutôt des bons retours sur cette frange des 15% dont je parle. Ouais. C'est pour ça que je vous dis ceux qui peuvent et ceux qui veulent. C'est qu'on est sur la partie la plus intégrable dans ces dispositifs, et des personnes qui ont vraiment envie. C'est souvent des personnes qui ont été en centre d'hébergement depuis un petit moment, donc qui connaissent le côté établissement, hébergement. On a d'autres personnes où là, on s'attaque à des problèmes peut-être plus compliqués, d'addictologie, avec aussi parfois des animaux. Alors, je sais qu'en EHPAD, on peut accueillir les animaux, mais on ne parle pas du chaton et de la pervenche. On parle du gros chien qui vit à la rue avec vous. Et donc là, on se heurte quand même à des difficultés un peu plus compliquées. Nous, on aimerait beaucoup travailler, comme il y a 10 ans, la politique publique l'a fait pour les personnes en situation de handicap vieillissantes, qu'on réfléchisse à des appels à projets, à des forfaits, pour pouvoir accueillir, pas forcément sur des unités de vie spécifiques, mais au moins ouvrir des places pour ces grands précaires vieillissants, ouvrir un chenil pour que le chien dorme dehors, avoir ces dérogations pour un public de moins de 60 ans, avoir un intervenant d'action sociale pour accompagner ces publics souvent très isolés qui vont avoir du mal à participer à la vie de l'établissement. Voilà, on a plein d'idées. Je ne sais pas s'il y a des financeurs dans la salle. Mais alors, une dernière question, parce qu'après, je vais devoir bientôt arrêter le débat. Vous avez en face de vous des très nombreux directeurs, directrices d'EHPAD qui, pour la plupart, n'accueillent pas de grands précaires, voire de précaires. Alors, bien sûr, ça mériterait des longs développements, mais si vous aviez un conseil, si ces personnes souhaitent s'orienter vers ça, parce qu'ils pensent que c'est important de le faire, alors un ou deux conseils, qu'est-ce que vous leur diriez comme conseil? Déjà, venez nous voir. Non, mais ce qui est très important aujourd'hui, c'est de former
vos professionnels aussi à ce que c'est que la spécificité de ce public. C'est pas hyper compliqué, mais c'est aussi une méconnaissance totale de politiques publiques qui n'ont aujourd'hui rien à voir. Et donc comprendre le parcours qu'ont eu ces personnes, comprendre les quelques chiffres que je viens d'énoncer, ou les problèmes d'addictologie, mais encore une fois, de plus en plus dans nos EHPAD, on accueille déjà des personnes qui commencent à avoir ces spécificités de précarisation et de grands précaires. Donc je pense qu'on n'est pas très loin. Je pense qu'il y a beaucoup d'a priori sur ce que c'est qu'un public grand précaire. Nous, je vous dis, avec les familles, avec les résidents, on n'a pas de problème pour accueillir ces personnes. Donc allons-y. Et si vous avez du mal à trouver ce public captif, le secteur associatif aura plein d'idées pour vous aider. Merci Alice Brassens pour ce témoignage et cette conclusion plutôt positive. Alors on finit avec vous, Yann Lasnier. Alors on pourrait parler des heures de tout ça, hein, bien sûr. Moi, ce qui m'intéresserait, je reviens aussi sur le domicile, puisque souvent vous avez quand même une spécificité sur le domicile. Est-ce que déjà vous suivez des gens qui sont, on peut dire, des précaires, peut-être pas des grands précaires, mais des précaires, des gens qui n'ont plus de famille, qui ont des ressources très faibles, qui ont des problèmes de santé, d'isolement bien sûr, ce que vous appelez la mort sociale, hein, dans vos différents rapports. Est-ce que déjà certains souhaitent aller en EHPAD et est-ce qu'ils rencontrent des obstacles par rapport à ça, ceux qui le souhaitent, ou est-ce que c'est pas du tout une demande de ces personnes-là? Alors, tout d'abord, Noël, ça c'est la majorité de la population suivie par les petits frères des pauvres aujourd'hui, c'est-à-dire les précarités au sens pluriel du terme, bien sûr les personnes en situation d'isolement, donc il y a des personnes en situation d'isolement et les petits frères s'intéressent surtout à celles qui sont à la fois en situation d'isolement et économiquement précaires ou faibles économiquement, mais nous avons aussi des dispositifs où nous permettons à des personnes qui ont connu des parcours beaucoup plus cabossés de retrouver tout d'abord des logiques d'hébergement ou de logement. Ça dépend vraiment des situations. Moi, ce qui me frappe beaucoup dans ces situations-là, c'est les phénomènes de décompensation. Les personnes qui ont passé 10 ans, 15 ans à lutter pour leur survie, du jour où on résout les problèmes, et c'est parfois la magie des associations caritatives, c'est la capacité de pouvoir des fois le faire extrêmement vite, donc de retrouver à une personne un logement. Vous avez des gens qui tout redevient à peu près normal, et c'est là que les maladies notamment, et des fois extrêmement fulgurantes, prennent le pas, parce que, alors je ne suis pas psy pour arriver à l'expliquer, mais c'est assez perturbant d'être face souvent à des cas comme ça. Moi, ce que j'ai envie de vous dire ce soir, c'est que tous les pans de la société vont connaître le vieillissement. Je vais vous citer une anecdote qui nous est arrivée cet été. J'ai reçu un coup de fil du Canard enchaîné pendant mes vacances, me demandant de réagir à un article que je n'avais pas vu, et qui était l'interdiction par le SPIP d'Île-de-France des visiteurs de prison de plus de 75 ans. Directive administrative qu'un directeur de SPIP a été recherché. Alors on a quelques équipes qui interviennent en milieu carcéral. Donc bon, depuis, j'ai l'impression que l'administration est revenue un peu, parce qu'elle a regardé l'âge moyen des visiteurs de prison en France, qui est plutôt une tranche de bénévoles âgés. Tout ça pour vous dire qu'y compris dans le milieu carcéral aujourd'hui, on vieillit, et le vieillissement en prison, même si les personnes âgées ne sont pas la majorité de l'espèce des détenus, c'est un sujet de société aussi qui va se poser à un moment. J'ai l'impression que notre société, elle n'est pas prête à ce que les personnes vulnérables avancent en espérance de vie, avec des vulnérabilités qui vont elles-mêmes avancer. C'est-à-dire qu'on en discutait à la pause, les handicapés vieillissants, on est en train de construire là, des logements inclusifs sur la ville de Gagny, à côté d'un IME pour les vieux travailleurs handicapés. Mais il y a 20 ans, les vieux travailleurs handicapés psy retraités, ça n'existait pas. Les gens avaient une espérance de vie qui ne leur permettait pas d'atteindre la retraite. Donc, parmi tous les défis du vieillissement, ceux-ci sont vraiment des défis assez spécifiques que notre société aura à gérer. Moi, il y a un mot que j'ai peu entendu dans les débats depuis le début de l'après-midi, si je peux me permettre, c'est celui des bénévoles. J'entendais avec attention les propos de David Lisnard, mais je vous invite vraiment à considérer parmi les facteurs de résolution du problème la question des bénévoles aujourd'hui.
à la fois dans l'ouverture des EHPAD au-delà des conseils de vie sociale, etc. Je viens des métiers de l'enfance-jeunesse. Et je fais souvent des comparaisons entre ce qu'ont été les politiques publiques de l'enfance-jeunesse dans les années 60-70 et la manière dont elles sont structurées, et les problématiques de l'âge aujourd'hui par rapport à quasi 20 millions de nos concitoyens qui ont plus de 60 ans. Comment aujourd'hui on peut créer des écosystèmes qui seront économiquement viables et qui permettront vraiment d'avoir un discours où on s'adresse, et non pas, quand on parle des personnes âgées, j'ai toujours l'impression qu'il y a le public des EHPAD, mais avant, il y a des gens qui, entre 64 ans aujourd'hui et 80, il y a 16 millions de personnes. Qu'est-ce qu'on leur dit? Qu'est-ce que la société leur dit? Et alors, vous avez peut-être le sentiment, pardon Noël si je m'écarte un petit peu des vulnérabilités, mais je ne crois pas qu'on arrivera à résoudre ces questions vertigineuses auxquelles nous sommes confrontés si on n'arrive pas à un moment à engager les citoyens, parce qu'on sait très bien que on ne sera pas, enfin, la puissance publique n'aura pas les moyens de résoudre notamment l'isolement social. Ce n'est pas quelque chose qui se résout avec 50 000 travailleurs sociaux. Ça se résout avec l'engagement de chacun, que ce soit les institutions au sens large du terme ou les citoyens au sens large du terme. Pardon, j'ai un petit peu débordé sur la question, mais je pensais important de vous dire ça. Et alors juste pour finir, juste dernière question que je posais initialement, est-ce que parmi les gens que vous suivez, est-ce que certains rentrent en EHPAD et comment ça se passe? Enfin, quel retour vous en avez? Est-ce que ça se passe bien ou est-ce que les difficultés qu'on a pu cerner précédemment, elles se retrouvent avec parfois difficulté à rentrer dans un collectif, à intégrer un certain nombre de règles parfois un peu contraignantes? Alors, au Petit Frère des Pauvres, on a des petites unités de vie. Donc, si je fais court, des mini-EHPAD, 19 résidents, qui sont des modèles économiques qui ne sont absolument pas viables si on les regarde d'un point de vue d'un modèle économique qui doit s'équilibrer. C'est l'avantage d'être une association caritative, mais moi aussi j'ai des questions économiques à gérer et je fonctionne aussi avec nos directeurs avec des logiques de déficit autorisé. Mais à un moment, c'est le donateur qui vient me permettre d'équilibrer un modèle économique qui ne permettrait pas d'être viable autrement. La question qui se pose de plus en plus pour nous, c'est comment on fait passer les personnes dans les parcours résidentiels. Comment on passe d'une pension de famille des Petits Frères des Pauvres à un EHPAD classique, sachant qu'on va avoir y compris des logiques parfois de surqualité, c'est aussi l'avantage du caritatif, et avec des gens qui ne vont pas s'y retrouver du tout. Alors je ne dis pas que c'est de la sous-qualité, bien loin de là, mais parce qu'on va pas avoir, le continuum ne va pas être au niveau des attendus. Mais globalement, on a travaillé sur ces parcours et ces continuums, mais une dernière chose auquel je voudrais vous sensibiliser, messieurs, dames, le rapport des Petits Frères des Pauvres l'année dernière, c'est sur la pauvreté des personnes âgées. David Lisnard citait le chiffre de 14% de personnes dans notre pays en situation de pauvreté. 2 millions de personnes, sur ces 10 millions de personnes en France, 2 millions ont plus de 60 ans. Et pourtant, vous entendez parler de Bernard et Chantal beaucoup en ce moment. Vous savez, c'est le même qu'a dû inventer Nicolas Quipey, qui a inventé Bernard et Chantal, qui parle des retraités qui font des croisières. J'alerte sur le fait qu'on est vraiment en train de laisser à penser que les retraités, les boomers, enfin, pas vous reprendre les verbes employés ces derniers jours, seraient une génération dorée, etc., etc. À la fois, il y a des situations de pauvreté avérées et d'isolement de manière massive dans ces générations-là. Et ce qui m'inquiète le plus, c'est la génération à laquelle moi j'appartiens, plutôt la génération des quinquagénaires, jeunes sexagénaires aujourd'hui, qui va arriver à l'âge de la retraite avec des situations de pauvreté massive. Donc il faut aussi qu'on se prépare dans les 10 ans à venir à accueillir malheureusement un nombre de personnes en situation de pauvreté et de précarité beaucoup plus grand dans notre pays.